Écoutez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore insuffisamment compris en France, alors même qu'il est au cœur de nombreuses violences conjugales, le contrôle coercitif. Mon invité est Andrea Gruez-Vantila, maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste reconnue des violences conjugales et des mécanismes d'emprise. Elle vient de publier chez Duno la 2e édition de son ouvrage « Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale ». Mais avant de vous donner la parole, chère Andrea, je vous propose de nous engager contre le contrôle coercitif. Longtemps, les violences conjugales ont été pensées presque exclusivement à travers les coups, comme si la violence n'existait qu'au moment où le corps porte des traces visibles, comme si l'absence d'hématome suffisait à effacer la domination. Mais la réalité des violences est infiniment plus complexe. Dans de nombreuses situations, la violence commence bien avant les coups et parfois elle existe sans cela. La violence s'installe progressivement par la surveillance, l'isolement, la peur, la micro-régulation permanente de la vie quotidienne, le contrôle des déplacements, des finances, du téléphone, des vêtements, des relations sociales, du travail et des enfants. Par cette capacité qu'a un agresseur à occuper progressivement l'espace mental d'une autre personne, jusqu'à réduire son autonomie, sa confiance, sa capacité même à penser librement. C'est cela le contrôle coercitif, un système de domination, une stratégie, un enfermement invisible, une mécanique globale d'appropriation et d'exploitation de l'autre. Et c'est précisément ce qui rend ces violences si difficiles à identifier, parce qu'elles ne reposent pas toujours sur un événement spectaculaire. Elle s'installe dans la durée, dans l'usure, la répétition. Elle repose sur une accumulation, une emprise progressive. La victime finit par adapter toute sa vie au risque, éviter un conflit, une humiliation, une colère, une crise, une menace, un regard, un silence. Le contrôle coercitif fabrique une prison sans barreaux. Et cette réalité concerne les femmes, mais aussi des enfants, qui ne sont pas simplement témoins, mais qui deviennent souvent des outils du contrôle, des relais de la peur, des moyens de pression, des cibles indirectes d'une domination qui traverse toute la sphère familiale. L'angle mort, c'est que notre système judiciaire continue souvent à analyser ces situations acte par acte. Un SMS menaçant, une surveillance, une humiliation, une privation financière, une intimidation. Pris séparément, chaque fait peut sembler insuffisant, mais ensemble, ils dessinent une architecture de domination. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu du débat actuel autour de l'intégration du contrôle coercitif dans notre droit. Plusieurs pays, l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles ou encore certains pays nordiques ont déjà compris qu'il fallait regarder la cohérence globale des violences et non pas uniquement leurs manifestations les plus visibles. Le contrôle coercitif oblige à sortir d'une vision événementielle des violences. Il oblige à regarder la continuité, la stratégie, l'intention, la domination organisée. Il oblige à comprendre qu'un féminicide ne commence pas par le jour où une femme est tuée. Il commence souvent bien avant, le jour où la liberté d'une femme est progressivement confisquée. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Alors nous sommes sur Sud Radio avec la force de l'engagement et aujourd'hui pour comprendre comment fonctionne cette mécanique de domination, pourquoi elle reste si mal identifiée en France et pourquoi elle bouleverse si profondément notre compréhension des violences conjugales, je reçois Andrea Gruez-Vantila. Bonjour Andrea. Bonjour Muriel Réus. Alors avant de parler de la nouvelle édition de votre livre sur le contrôle coercitif, à quel moment de vos recherches vous avez compris que cette notion de contrôle coercitif permettait de mieux comprendre ce que vivaient réellement les victimes ? Merci beaucoup de souligner ce décalage et peut-être avant de répondre à la question, je voudrais enchaîner sur ce que vous avez dit précédemment, qui est qu'on ne pourra ni prévenir les féminicides, ni protéger les enfants, tant que le contrôle coercitif ne sera pleinement inscrit dans notre droit. Dans aussi la formation, et ceci en métropole et en outre-mer, c'est-à-dire sur tout le territoire français. Parce que nous avons toutes les preuves scientifiques aujourd'hui. Nous avons tous les voyants verts, nous avons les outils juridiques, nous avons des formulations, nous avons l'expérience des autres pays, nous avons les leçons qu'on a tirées en droit européen, mais aussi ailleurs. Et très récemment aussi avec l'Italie, la Roumanie, avec les nouvelles lois féminicides qui s'appuient sur à la fois les recherches scientifiques, celles que je présente dans le livre lui-même et même des auditions que j'ai pu faire dans les deux pays.
et qui montre que, en fait, même en France, les voyants sont au vert, mais en fait, rien n'est encore acquis. Alors, pour moi, tout a commencé pour le contrôle coercitif exactement là où vous avez pointé le décalage, c'est-à-dire entre ce que nous pensions être les violences conjugales, c'est-à-dire ces actes qui laissent des traces physiques, et la réalité que décrive la victime. Alors, il se trouve qu'en 2015, je dirigeais un gros projet international de recherche qui s'appelait Extremis sur la radicalisation violente et le terrorisme, suite aux attentats de 2015. Et si vous vous souvenez, il y a eu environ 150 victimes entre les 3 attaques de janvier et le 13 novembre. Et puis, immédiatement après les attaques de janvier, les Français, les Françaises ont commencé à descendre dans la rue très vite, en fait, après le premier attaque de Charlie Hebdo, avec 4 millions lors de la marche républicaine le dimanche 11 janvier 2015. Pour moi, ce que je ne comprenais pas en tant que psychologue social, c'est comment est-ce que nous arrivons à nous mobiliser autant lorsque la violence est pensée, comprise comme ayant lieu dans l'espace public, et lorsqu'elle a lieu dans l'espace que nous pensons privé, on n'est pas autant en capacité à se mobiliser, en fait, alors qu'elle tue davantage des femmes et des enfants, et que le nombre total des victimes de terrorisme 2015, c'est le nombre de féminicides, et uniquement de féminicides directs, auxquels s'ajoute ce que l'ami prof appelle aujourd'hui les féminicides indirects, c'est-à-dire les suicides provoqués sur lesquels a travaillé El Meloul, mais aussi les homicides d'enfants, mais aussi le fait que l'auteur peut se suicider après avoir tué la femme et ou les enfants, et les rares cas où la victime du contrôle coercitif tue son agresseur, comme on l'a vu avec Jacqueline Sauvage et Valérie Bacot, entre autres en France. Pour moi, le décalage était impressionnant entre ce qu'on imaginait être la violence conjugale à l'époque, où il y a toutes ces affiches avec les bras cassés, les visages ensanglantés, et la réalité que décrivaient les femmes et les enfants que je rencontrais en même temps que je finissais mon projet sur le terrorisme. Et ces femmes décrivaient des états de terreur énorme, totale, absolue, de captivité, et décrivait, elle nous disait qu'elles sont capables de déceler au rythme des pas dans l'escalier de l'agresseur, au rythme de sa respiration, si elles doivent prendre les enfants dans les bras et foncer avec eux dans la pièce du fond du domicile. Donc en fait, moi j'entends ces indicateurs qu'elles ont pour mesurer le risque opérationnel autour de l'enfant dû à l'agresseur, dont elles ont appris le fonctionnement à tel point qu'elles peuvent savoir quelle variation dans le rythme respiratoire signale un danger pour les enfants, chose que nous tiers, nous ne pourrons jamais en tant que professionnels. Donc, j'en déduis qu'elles ont une expertise extrêmement fine et très adaptée à la réalité de cet agresseur-là, en vue de réduire le risque envers les enfants. Pourquoi je dis ça ? Parce que la plupart des femmes que je rencontrais, c'était des mères, plus de 8 sur 10. Entre-temps, il y a eu les études du ministère de l'Intérieur avec Amandine Sour du service de statistique qui nous disent qu'effectivement, dans plus de 8 cas sur 10, ces situations existent ou subsistent ou se prolongent lorsque les agresseurs ont des enfants avec les victimes. Donc moi, c'est ça que j'entendais. Quand je leur demandais « mais pourquoi vous ne partez pas ?» Elle, ce qu'elle disait, c'est que si elle partait, alors les enfants allaient se retrouver avec celui dont elle savait, le père en général, et que s'il s'énervait, il perdait patience, elle n'allait pas être là pour faire tampon s'il devenait violent avec les enfants, en fait. Et que si elle partait, aussi, les enfants risquaient d'être confiés à cet homme dont elles avaient signalé la violence, mais non seulement ça, dont elles connaissaient les changements très fins comportementaux à partir duquel le risque pouvait augmenter sur les enfants. Donc pour moi, il y avait ce décalage énorme que vous avez mis en évidence de façon remarquable entre ce qu'on imaginait de la violence conjugale et la réalité de terreur et de captivité qu'elle décrivait. Captivité qui n'était pas que psychologique, qui était très matérielle, puisqu'avant... Opérationnelle, oui. Opérationnelle, et même au-delà de ça, matérielle, parce qu'elles sont privées de ressources, de droits. Il y a un contrôle du temps, de l'argent, il y a un contrôle de leurs activités, de leur fréquentation. Et donc, avant même
de prendre le contrôle de leur comportement, il y a un contrôle sur leur environnement, en fait. Oui, en fait, on se pose toujours cette question. Pourquoi les femmes ne partent pas ? On ne se pose jamais la bonne question, c'est qu'est-ce qui a été mis en place pour qu'elles ne partent pas ? Alors, vous dites régulièrement que cette violence ne doit plus être appréhendée comme un conflit privé, mais doit être reconnue comme une violence sociale. On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, nous parlons du contrôle coercitif avec Andrea Gruez-Vantila, maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'université Paris-Nanterre et autrice du contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale. Alors, cette phrase que vous prononcez, que j'ai lue régulièrement, la violence ne doit pas être appréhendée comme un conflit privé, mais reconnue comme une violence sociale. Qu'est-ce que ça change politiquement ? Alors ça change tout, parce que tant qu'on parle de conflit conjugal, on renvoie les femmes et le phénomène au domaine privé. Et dès qu'on nomme le contrôle coercitif, on reconnaît une violence qui appelle une réponse de l'État et de la société. Donc poser un diagnostic de conflit conjugal, c'est renvoyer les victimes à l'apaisement du couple. Et c'est une des façons qui sont imposées aux mères, notamment pour continuer à obéir au père et en fait cesser de signaler des violences qu'elles ou leurs enfants ont subies. Et j'ai à l'esprit cette fabuleuse commission d'enquête parlementaire présidée par la députée Maude Petit et dont le rapporteur était Christian Baptiste qui fait l'état de cette question-là. En revanche, lorsqu'on pose un diagnostic de contrôle coercitif, on reconnaît une atteinte aux droits humains, c'est-à-dire une atteinte à la liberté, à l'autodétermination, c'est-à-dire à la capacité de cette femme à agir pour elle-même et par elle-même, ou pour ses enfants, plutôt qu'en fonction des besoins et des priorités de l'agresseur. Et donc c'est pour cela que à partir du moment où la violence, on l'envisage comme une atteinte aux droits humains, nous sommes dans des conventions européennes et du droit français qui nous demandent de garantir ces droits en général des femmes et des enfants, même là où elles sont encore violées, parce qu'il y a un État dans l'État, c'est le domicile. Alors pourquoi je parle de femmes ? Parce que les chiffres sont désormais clairs, on les connaît, on ne va pas rappeler qu'on a 250 000 de victimes de violences conjugales en France, que parmi elles, plus de 8 sur 10 sont des femmes, que parmi ces femmes, je le disais tout à l'heure, dans plus de 8 cas sur 10, les agresseurs ont des enfants avec elles et c'est bien au nom des droits parentaux. Et je pense que nos députés ont bien pris conscience, et même certains de nos magistrats, du fait que ça laisse un boulevard ouvert après la séparation pour continuer à contrôler les femmes en instrumentalisant les procédures judiciaires. Il y a même des jurisprudences sur ce point. Mais aussi, on a des données maintenant sur les pays qui nous ont précédés. Ça, c'est un peu un scoop. C'est la première fois que j'en parle en émission, enfin, dans les médias. Je le présente dans la 2e édition du livre. Dans les pays qui nous ont précédés de 10 ans, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, nous avons désormais des études qui montrent que dans les affaires familiales, c'est-à-dire les juges qui doivent juger des divorces, dans 9 cas sur 10, 87% des cas, sont des dossiers où il y a des éléments de violence conjugale et de contrôle coercitif. 9 cas sur 10, 87%. On a les mêmes chiffres en Australie, 83% des cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où un soi-disant conflit de couple est judiciarisé, on a plus de 8 chances sur 10 que ça soit plutôt du contrôle coercitif. Donc l'hypothèse principale quand une affaire de séparation est judiciarisée, ce n'est pas que c'est un conflit, mais que c'est plutôt une situation de contrôle coercitif. Et d'ailleurs, les juges, les conseillers de cour d'appel, donc les juges qui jugent les appels, qui sont correctement formés au contrôle coercitif, dans plusieurs cours d'appel, nous disent qu'effectivement, les affaires qu'ils ont à juger en matière familiale sont pour la plupart des affaires de contrôle coercitif non identifiées par le premier juge. L'autre chiffre intéressant que nous avons de ces pays qui ont de l'avance, une antériorité sur nous en matière de contrôle coercitif, c'est que dans les cas de condamnation, nous avons, parmi les personnes condamnées pour contrôle coercitif, 95,5 à 97,7, donc largement plus de 9 cas sur 10, les personnes condamnées sont des hommes.
Donc c'est ce qui s'appelle une bonne traduction juridique qui est congruente avec la réalité psychosociale du phénomène. Et je pense que c'est là où l'Assemblée a bien avancé et c'est là où le Sénat s'est raté en France dans la formulation. Alors, on a quand même plusieurs magistrates la plupart du temps, qui expliquent que le contrôle coercitif leur a permis de relire différemment des dossiers entiers de violences conjugales. Est-ce que vous pensez qu'on assiste quand même, néanmoins, à une transformation profonde de la culture judiciaire française ? Oui, mais je voudrais dire qu'il y a aussi des magistrats fabuleux. Je pense à Éric Corbeau, je pense à Clément Berger-Mastrinaro, à Benjamin Là, il y en a un certain nombre. Et il est clair que quelque chose est en train de bouger parce que de plus en plus de magistrates et magistrats, donc de Poitiers à Papeete, de Bordeaux à Nouméa et à Douai, disent que les recherches scientifiques, je présente dans le livre dans l'édition 2023 et donc augmenté là dans l'édition 2026, leur ont permis d'appréhender autrement des dossiers entiers, c'est-à-dire des comportements qui autrefois étaient justement perçus comme des conflits, où des tensions apparaissent comme un système de captation, d'isolement et de menaces continues. Et j'ai à l'esprit un dossier qui m'a été partagé par une magistrate de la cour d'appel de Douai, un divorce dans lequel monsieur avait poussé madame dans l'escalier. Donc madame signale qu'il y a des violences en fait récurrentes. Monsieur dit non, en fait il y a un seul événement, je l'ai poussé, c'est elle qui m'a provoqué. Donc on est sur un cas assez classique à la fois de phénomène, d'événements, de déclencheurs qui est présenté différemment par une partie et l'autre, à cette différence près que cette magistrate fabuleuse qui a été, avec laquelle on a travaillé pendant un long moment, qui est même intervenue dans nos formations à l'Université Paris-Nanterre, explique qu'elle a compris qu'il fallait activer dans ce cas l'hypothèse du contrôle coercitif. Donc elle a demandé qu'on lui renvoie toutes les pièces de ce dossier en première instance. Et là où une des parties, en l'occurrence monsieur, alléguait un seul incident, en fait, il y en avait en fait, elle a réussi à documenter tout un ensemble de comportements de contrôle, de surveillance de la part de monsieur sur madame, certains en présence de l'enfant. Et je rappelle que les violences conjugales en présence de l'enfant, depuis le 3 août 2018, c'est une circonstance aggravante. Donc justement, les enfants, vous en parlez régulièrement, on voit bien que ces enfants vivent sous un régime de peur, ils vivent sous un régime de contrôle. Est-ce que vous pensez qu'on a évolué un petit peu là-dessus, ou est-ce qu'on est toujours en train de minimiser les conséquences psychotraumatiques des enfants ? Alors, de ces violences sur les enfants, pardon. Ça dépend à qui on pense. Je pense qu'il y a un certain nombre de magistrats pionniers qui sont très à l'aise avec la question du psychotrauma complexe de l'enfant dans cette situation, avec les mécanismes du contrôle coercitif. Elles sont tout à fait capables de donner des cours là-dessus, et en tout cas l'appliquent dans les décisions de justice. En revanche, d'autres non, et la situation est encore plus grave dans la protection de l'enfance, où on commence à être sollicité sur la question du contrôle coercitif. Je pense par exemple à l'association Olga Spitzer dans le 94. Mais là, le gouvernement s'attache, apparemment. Enfin, là, il y a ces derniers jours, on a eu une mobilisation du gouvernement sur la protection de l'enfant, sur l'ASE. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'on peut enfin y croire à cette mobilisation gouvernementale sur la protection des enfants ? Alors, je pense que le garde des Sceaux s'est très bien entouré. Qu'il y a des membres de son cabinet qui ont très bien compris ce que vivent les enfants, qui ont très envie d'avancer là-dessus et d'avancer de manière claire. Malheureusement pour moi, en tant que scientifique qui travaille sur la question de la violence contemporaine, la fragmentation des violences, le fait qu'on ait une proposition, un projet de loi, je pense que en termes de pensée, c'est une erreur de continuer à fragmenter entre les violences subies par les enfants et les autres violences dans la société, notamment subies par les femmes, parce que ces violences, on les connaît, on les a identifiées depuis longtemps, et tout le premier chapitre du contrôle coercitif du livre porte sur cette continuité de violence à travers l'espace et le temps, et le fait que c'est une violence qui est masculine, des violences conjugales à la violence exportée dans l'espace public, puisque le vécu des violences intrafamiliale par les enfants est un précurseur du fait pour les garçons de devenir auteurs plus tard dans la vie, et aussi pour les petites filles de redevenir victimes. Alors ce n'est pas une relation directe, une détermination causale,
Mais nous avons des études très sérieuses qui ont été diffusées par l'Organisation mondiale de la santé depuis une dizaine d'années maintenant, et elles sont certaines. Donc il est clair que les enfants doivent être une priorité absolue. En prise en charge, oui, pour éviter des phénomènes de reconduction. Oui, mais je pense que la vraie question, c'est la violence masculine qui touche aussi bien les femmes que les enfants et aussi certains hommes. Mmh. Alors, on va arriver pratiquement au bout de cette conversation. Quelles seraient vos recommandations? Alors évidemment, elles sont très nombreuses dans le livre, que j'invite tout le monde à lire, mais qu'est-ce que vous nous diriez sur la façon dont il faudrait repenser la formation de toute la chaîne, par exemple policiers, magistrats, médecins, travailleurs sociaux, pour mieux détecter et puis aussi pour mieux détecter, pour mieux analyser et pour aider la justice à réellement prendre en compte ce phénomène de contrôle coercitif? Qu'est-ce qui manque en fait? Alors c'est un point central parce que si la police, la justice, la santé, le médico-social ne repèrent pas le contrôle coercitif, nous allons continuer à passer à côté des victimes adultes, donc en majorité des femmes et des enfants, même quand nous sommes de bonne foi. Donc ce qu'il nous faut, c'est d'abord une loi qui nomme le contrôle coercitif, qui l'intègre dans tous les domaines du droit où il doit être intégré. Et nous avons écrit des amendements avec mes collègues juristes, Benjamin Moran-Puech, professeur de droit, et ma collègue Alice Dejean de la Bâtie, qui est également professeur de droit pénal. Et donc, on a besoin d'une loi pour que l'État crée les conditions d'une compréhension claire de ces violences à partir du contrôle coercitif. Mais il faut également, pour vraiment appliquer la loi, que chaque professionnel de terrain, que ce soit un policier, un juge, un médecin, une assistante sociale, sache poser l'hypothèse du contrôle coercitif, la vérifier, la confirmer ou l'infirmer, parce que c'est pas parce qu'on l'affirme que c'est du contrôle coercitif. Moi, je suis prête à m'engager dans le débat, parce que le contrôle coercitif n'est pas un simple sujet psychologique ou de recherche scientifique. C'est un enjeu de santé, d'égalité et de sécurité. D'ailleurs, le rapport auquel vous avez brillamment contribué au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui nomme le contrôle coercitif en 2026, fait aussi le lien avec le masculinisme et les mouvements, soi-disant des pères séparés, qui instrumentalisent à la fois les droits des enfants, la cause des enfants contre les droits des femmes, et aussi contre la justice dans un état de droit. Donc on est sur un phénomène qui est beaucoup plus étendu que cela, et il nous faut une loi et une politique publique claire pour protéger les victimes dans cette génération et la suivante. Merci Andrea. Dans le contrôle coercitif nous oblige à changer profondément notre regard sur les violences conjugales. Il nous oblige à comprendre que la domination ne résume pas un acte violent isolé, qu'elle peut devenir un système total, un système qui organise la peur, l'isolement, la dépendance et l'effacement progressif de l'autre. Merci Andrea d'avoir été avec nous cet après-midi. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio. Vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions sur sudradio.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie. Excellent dimanche. C'était la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Agipi.